Mais kishkouch bashviit. Rashi, il explique c'est quoi kishkouch. Rashi, il dit kishkouch. Le même travail qu'on fait sous les pieds, à côté des pieds de vigne. Les pieds de vigne. Hein? Les pieds de vigne. Ouais. Tu es obligé de dégager les petites herbes à côté et d'aérer un peu pour qu'il y ait de l'air qui rentre. Ce travail, tu le fais pareil dans l'olive. Sauf que dans ce que tu appelles ce travail dans la vigne, il s'appelle l'ador, idour, et dans l'olivier, il s'appelle kishkouch. Il faut savoir que l'olivier, il ne donne pas ses fruits toutes les années. Il donne une fois par 2 ans, l'olivier. Un an, il donne, un an, il ne donne pas. Un an, il donne, un an, il donne pas. Et l'olivier... J'ai des olives de partout, je marche, il y a de l'huile. Alors, il faut taper avec un bâton, il faut les faire tomber une fois, et comme ça, tu t'en débarrasses. Tous les jours, il faut ramasser. Ouais. Le Tovel Bachemen Raglo, c'est ça? Le Tovel Bachemen Raglo. L'olivier, si vous voulez des oliviers, si vous voulez faire des oliviers, en mois de janvier maintenant, c'est à côté d'un olivier. Ouais. Vous arrachez une feuille, en mois de janvier. En mois de janvier, une feuille d'olivier. Ouais. Vous le mettez dans 5 cuillères de terre et vous mettez un peu de gouttes d'eau, il attrape. Il fait un olivier. Toute feuille. J'ai mon ami, il m'a dit, rien que pour tester, il m'a dit, j'en ai fait 1000 dans une machetela. Il m'a dit, j'en ai pas raté un. Une feuille, tac, tu mets, tout ça attrape. Dans des hormones tellement fortes, pas de noyau, jamais. Une branche. Je crois que c'est noyau, moi. Non, jamais, pas du tout. La cam pour une pomme, ou je sais pas. Une feuille, ça suffit, une feuille. Une feuille. Vous voulez avoir un petit olivier à la maison? Vous passez, vous mettez dans les pots avec la terre. Il y a une terre qu'on achète dans les machtelotes. Vous savez, c'est rien. Une terre souple. Prenez la feuille, vous mettez la moitié dans la chose. Dans la terre. La queue dans la terre. Mois de janvier. Elle attrape tout de suite. Oui, c'est avec les bananes. Aussi. J'adore la. Il travaillait chez mon souffleur avant. C'est tout fait. Alors, il nous dit. Vekishkouch bashvit mishari. La Gemara dit on a le droit de faire ce kishkouch, d'aérer l'arbre, de nettoyer en dessous. Ve'aketiv. Ve'ashevirit tishmetena. Untashta. Tishmetena milkashkesh. Untashta. Milesakel d'enlever les pierres, les feuilles. En gros, nettoyer autour. Amarabon vabraham atere kishkouch et avo. Had. Avrouille ilané. Les had, c'est tous mes filets. Il y a 2 types de travail sous l'arbre. Il y a un qui guérit l'arbre et il y a un qui est de l'entretien simple. C'est tous mes pilets. Il y a un que je suis obligé de le faire. L'olivier, avec le temps, vers les racines en bas, il a des fissures qui se font. Et là, tu es obligé de couvrir. Parce que si tu ne couvres pas, il y a des vers qui viennent. Le protéger. Le protéger. Ça, c'est moutard. Un arbre qui a une fissure, il va mourir. Pourquoi? Parce que l'arbre, en fait, nous, on pense. Regardez les marabouts, les gens, ils pensent que l'arbre, il boit d'en bas par les racines. Qu'est-ce qui fait passer l'eau dans l'arbre? C'est la peau. L'écorce. L'écorce de l'arbre. L'écorce, c'est ce qui conduit l'eau d'en bas vers le haut. Si tu prends un arbre, tu prends dans l'écorce, tu sépares 3 cm et tu enlèves l'écorce, tu fais avec un cutter comme ça, et que tu enlèves, l'arbre, il est mort. Il meurt. Ça passe pas par l'intérieur. Moi, je crois que c'est les racines. Si vous avez un jardinier, il passe avec la truc là pour l'herbe, qui tourne et qui fait les coups. S'il donne un coup à l'arbre, quand l'arbre il est jeune, et il lui a déchiré l'écorce, l'arbre il est mort. Ça l'a tué. C'est foutu. Ouais, c'est foutu. Donc c'est sur le tronc, on parle du tronc, on parle pas des racines. Donc qu'est-ce que j'ai fait une fois pour sauver un arbre? Dès que j'ai vu qu'il a fait ça, j'ai pris tout de suite un chiffon, et tu fais un bondage
Et pas dans tous les cas. Des arbres qui tombent un après l'autre. Dès que tu fais ça coupe l'écorce. Il y a une fois un idiot, un jardinier, je lui dis, dis-moi, j'ai pas envie de mettre du rissous dans l'arbre. Et j'ai pas envie qu'il y ait des fourmis. Ouais, j'ai pas envie de mettre des pesticides. Mais tu vas tuer avec le rissous. Non, en vrai, tu tues pas. Il m'a dit, prends de la vaseline, de la crème, de la graisse. Il m'a dit, tu vas mettre autour. Il m'a dit, les fourmis, elles n'arrivent pas à monter quand il y a de la graisse. Ça me paraît bizarre quand même ce que tu me dis parce que je n'ai pas vu ce genre des arbres. Il m'a dit, je te dis. C'est pour ça qu'il ne faut pas entendre n'importe quel jardinier. Mettre de la chaux là. Alors j'ai mis ça. Après un moment, ça a radouci l'écorce. Et elle est tombée. Et les arbres commençaient à mourir. J'ai eu 3 arbres qui sont morts à cause de ça. Je ne pouvais pas les récupérer. Les autres, j'ai mis des chiffons pour les guérir. Et bon. Ils ont développé une maladie. Ils versaient de l'eau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher. Maximum, ce qu'on peut faire, c'est mettre de la chaux. La chaux, c'est magnifique. De la chaux ou de la fumée. Fumer l'endroit. Ils n'aiment pas le blanc. Ils n'aiment pas la couleur blanche. Quand ils voient la couleur blanche, ils montent et ils redescendent. Vous mettez le blanc d'Espagne, on appelle ça. Le blanc d'Espagne. Pour laver les vitres. On ne met pas toute chaux. Il y a des chaux qui passent. Si tu mets une peinture simple, ils passent. Ça veut dire il y a une peinture spéciale qu'il faut mettre. Et même dans la chaux, il faut mettre un produit normalement. On ne met pas comme ça. C'est pas... Il faut faire attention de ne pas étouffer l'arbre aussi. Quand l'arbre il est étouffé. Il peut tuer, oui. L'arbre, il est très sensible. C'est exactement comme un homme qui a Adam et Tassadé. Tu lui mets un produit, tu le tues. Donc même quand on met des plantes et tout ça, il faut savoir comment. Tout ça, on apprend dans la halakha. Tout ça, c'est des choses écrites. Regardez ce qu'il a dit. Alors, il a dit, quand c'est tout mépilé, quand il y a des fissures, tu es obligé de les fermer. Donc même Cholamouet, tu as le droit de le faire. C'est tout mépilé, charré. Itmar. Achoresh bashviit. Quelqu'un qui laboure le champ pendant la Shemitah. Il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Khadamar loke. Il y a un qui dit, il prend Malkot. Khadamar eno loke. La Gemara dit, non. Il est où leur débat? Lema bede Rabbi Abin. Amar Rabbi Ila. Est-ce que le débat, il est à propos de Rabbi Abin au nom de Rabbi Ila? De Amar Rabbi Abin, Amar Rabbi Ila. Kol makom sheneemar klal be'ase. Ou prat belot ha'ase. En dani moto bechlal ou prat. Ou klal. Alors, on a une des midos de Rabbi Ishmael qu'on mentionne tous les jours avant la tfila. C'est klal ou prat ou klal. Iatadan et la kerena perat. Quand on a un texte général dans la Torah, ensuite on a le texte qui part de la généralité et il rentre dans un cas particulier. Donc ça devient prat. Et après il redevient klal, il rentre dans une généralité. Donc je remets le cas particulier dans la généralité. Maintenant, quand j'ai un klal général, j'ai un cas général, ensuite je rentre dans un cas particulier. Je dis que tous les dinim et les halachot, qu'il y a dans le cas général, ils vont recevoir la règle de la halacha particulière. Parce que je ne l'ai pas ramené après dans la généralité. C'est une règle. C'est une des 13 règles de l'étude de la Torah. Maintenant, la Gemara, elle a un débat intéressant. Quand le klal, il y a là-dessus une mitzvah assez. Dans le cas général, il est mentionné dans la Torah une mitzvah active. Et dans le prat, le cas particulier, il y a une mitzvah passive. De la même règle, il y a des avérotes qu'on a assez et l'autre assez. Est-ce que même dans ce cas, je peux dire que je donne au cas général les paramètres qu'il y a dans le cas particulier? Si le cas particulier il est assez, le général ou le contraire, oui. Alors, ça, c'est le débat. Alors, il a dit Rabbi Abin Amar, de Amar Rabbi Abin Amar Rabbi Ila, kol makom sheneemar klal be'aseh, ou prat, belot ha'aseh, en danim oto bichlal ou prat ou klal. On ne fait pas prat ou klal ou prat ou klal. Man de Amar loké, celui qui a dit loké quand même, l'être de Rabbi Abin. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Arrête dans la Harisha. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Klal
Tishbot, il est écrit Lotaase, Sadecha Lotizra ve Karmecha. Lotizmor, c'est Lotaase. Alors, on a un assez général de Shvi'it, Shabbaton Yelaretz. Ensuite, on a Sadecha Lotizra et Karmecha Lotizmor, c'est un prat. Alors, il dit, Rashi pose une question. Alors, c'est écrit après dans le texte, encore une fois, Shabbat, Shabbaton Yelaretz. Alors, c'est pas un klal ou prat. Ça veut dire. On revient au klal après. Oui. Il dit, il ne rentre pas quand même dans le klal ou prat au klal. Pourquoi? Parce que eux, ils sont tous écrits ou dans un AC ou dans un lave. Mais ici, tu as le klal, il est mitzvah AC. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ubashana Shevi'it Shabbat Shabbaton Yelaret. C'est une mitzvah active. Et quand pourquoi Shabbat Shabbaton Yelaret, Shabbat Shabbaton, ça veut dire c'est pas le Ashbata, le Maaseh Ashbata, il est. C'est la mitzvah AC. C'est une mitzvah AC. C'est la mitzvah Lotavod. Le Lotavod, il est passif. Ça, c'est Lotavod. D'accord. Si je veux, c'est d'accord. Alors, il n'y a plus la règle ici de klal ou prat ou klal. C'est ce qu'il a voulu dire. Alors, il y a un qui dit, donc s'il n'y a pas, quand quelqu'un il a été choresh, il a été choresh, c'est pas écrit Lotachrosh, dans Shmita. D'accord, ouais. C'est pas écrit. Donc, il a été choresh. C'est pas écrit, le mot labourer la terre, elle n'est pas écrite. Qu'est-ce qui est écrit? Sadecha lotizra, c'est semé. Vekarmecha lotizmor. Et une venezirecha lotivtzor. Le lot, avec un maasé que je peux donner un malkot, c'est sûr. Tizra, tizmor, tivtzor. D'accord? Lo. Là, c'est un malkot. Mais harisha, c'est quoi? Harisha, c'est quoi? C'est un bitoul assez. Je n'ai pas fait la mitzvah assez de Tishbot. Maintenant, si moi je veux dire klal ou prat ou klal ou prat, je vais prendre tous les paramètres du klal, les mettre dans le prat. Donc, il va y avoir un malkot, même sur le lot achrosh. Même sur le lot achrosh. Alors, c'est ce qu'il te dit. Pour celui qui te dit loqué, il te dit oui, je mets tout dans le même pack. Et pour celui qui te dit loqué, il te dit non, il n'y a pas de klal ou prat ici parce que il y a un qui est assez, il y a l'autre qui est l'autre assez, donc ça ne peut pas les mettre ensemble. On a compris? Dans les mots d'Agmara, alors il dit Mande Amar Loke, l'etle de Rabbi Abin. Amar Rabbi Ela, ou Mande Amar Eno Loke, itle de Rabbi Abin. Lui, il dit Rabbi Abin. Lo, des coups d'âme, l'etle de Rabbi Abin. On n'est pas d'accord avec Rabbi Abin. Amar Rabbi Ela, alors Mande Amar Loke, Shapir. Celui qui a dit qu'il prend des coups, oui, parce qu'on fait que la louprat. On m'a dit Amar Eno Loke, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il va répondre? Amar Lecha, la Gemara te répond. Mikde Zemira, Bichlal Zeria ou Betsira, Bichlal Betsira. Les maïl Retakadvinu. Arrête le Zomer et le Zoréa, c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Zomer? Tu es obligé pour la vigne, pour la laisser pour la faire développer, tu es obligé toujours de couper. D'où c'est venu cette idée des yaprak? D'où, quand tu touches un arbre, tu lui coupes les feuilles, tu l'as tué, normalement. Ouais, comment tu te permets de prendre les feuilles? C'est-à-dire, pourquoi ils font ça? Parce que c'est la seule manière de faire développer la vigne. Tu es obligé de couper pour qu'elle pousse. Retailler. Si tu n'as pas taillé la vigne, elle ne donne pas de fruits. Donc, alors, comment ça s'appelle? Si quelqu'un il a fait sa Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Meod. C'est comme s'il avait planté. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas planté, il a coupé. Ouais. Mais en coupant, tu fais planter. Il n'a pas coupé. Hein? Il n'a pas coupé Shabbat. Mais pourquoi? Quel belacha j'ai fait quand j'ai coupé? Je n'ai pas coupé pour récolter. J'ai planté. J'ai aidé à se développer. T'as compris? Tu fais un acte qui est le contraire. C'est comme si tu me dis non. D'accord? Oui. Quand tu dis l'otivtsor, c'est que sur les raisins, c'est pas sur les feuilles. Quand tu dis l'otivtsor, karmecha l'otivtsor, c'est sur les feuilles. Sur les feuilles. Quoi? Non, tismor. Lotismor, ouais. Le lotismor, il est horaire. Alors il te dit, pourquoi la Torah avait besoin de dire Sadecha lotisra, vekarmecha lotismor, puisque le Issur Zeria, il est commun, ou dans le champ, ou dans la vigne. Pourquoi tu avais besoin de redire?
Pourquoi tu reprends? Et l'autre aussi. Et la deuxième partie, qu'est-ce qui est écrit? Et Betsira, alors il te dit Kotzer et Botzer, c'est pareil. Les Manechita Katvinu Ravana, pourquoi on a mentionné Zmira, Zria, Betsira et Ketsira? Les mémoires des Ahane Toladot ou du Michayev, à Tolada, Harina lo Michayev. On n'est pas chayav sur d'autres choses que sur ces 4 métiers. Minator. Donc les Toladot, il te dit. Tous les autres Toladot, on n'est pas chayav sur eux. C'est un son, mais on n'est pas chayav. Toutes ces règles, elles ont une implication sur la cache-route du vin ou pas du tout? Sur la cache-route du vin, non. Le mec, il a fait un vin cachère, ils ne vont pas forcément respecter ça. Si. Bien sûr, du vin de Shemitah, oui, tu as raison. Non, pas de Shemitah, Shemitah normal. En général. Non, en général, le vin en Israël, il y a 2 choses à vérifier. En Israël, si le vin il est israélien, il faut s'assurer Trumot et Maasrot et que le goy n'a pas touché. Si c'est en route, le vin. Non, Les Arabes, ils touchent les vignes, ils coupent les vins. Maintenant, en route, non, on s'en fiche. En route, il y a une seule chose à vérifier dans le vin, c'est que les goyim ne l'ont pas touché. Il faut savoir que le vin, c'est le produit le plus facile du monde à donner la cache-route. Des fois, je vois les gens, ils regardent la bouteille de vin avec des loupes. Toute la cache-route qu'il y a sur le vin, n'importe quel rab, tu peux boire. Le vin. Pourquoi? Parce que le vin, c'est à froid. Pour moi, un bonbon, c'est 1000 fois plus compliqué de donner une cache-route que du vin. Du vin, c'est un produit. Il rentre dans un tonneau, il ferme, il ouvre. C'est que ça la cache-route. Le gars, il ne touche pas. Il n'y a pas de produit. Il n'y a rien. Les produits sont des poudres. Il n'y a aucun produit de cache-route dans ces acides. Le problème, c'est parfois ils mettent des ingrédients. Il n'y a rien dans le vin. Dans le vin, tu mets d'autres ingrédients. Des conservateurs. Les conservateurs, ils sont tous cachés, les conservateurs. J'ai visité en Alsace. C'est pareil du vin. Du sang. Ouais, non, dans un seul vin. Les goyim, moi, Un seul vin du cheval, le cheval blanc. La chevalier, il a un nom. Cheval blanc, c'est tout. C'est le seul. Et Hadaya ou Pirsemo Akatou. Et même celui-là, il est caché. Je veux l'autoriser. Si c'est moins d'un 60e. Il y a encore des gens qui font cette coutume. Quoi, c'est interdit? Parce qu'il le prenait avec tous les abats, avec tout, il le mettait dedans. Les gars, ils ne touchent pas le vin. On peut fermer la caméra. La vérité, personne ne touche le vin. Tout est automatisé maintenant. Non. Quand est-ce que le gars, il a. Non, pas du tout. Il va goûter. Dans toutes les grandes saveurs, il n'y a pas, c'est pas vrai. Quand est-ce qu'il a touché? D'abord, dans la vendange, ils jettent le vin, ils font le tri. Le gars, il prend la pipette, par exemple, et il goûte. C'est considéré qu'il a touché. Oui, s'il prend la pipette après. Ah ouais? Il a touché. Il a touché. La mise en. T'as raison, la mise en bouteille, tout ça, oui. Mais ça dépend encore une fois de l'industrie. Tu ne peux pas savoir le vin d'où il vient. Il y a des hidushim extraordinaires, par exemple. Tu as raison, dans un point de vue. Le Rav Feinstein, il avait écrit un sac révolutionnaire. Le OU, il utilise. Il faut savoir qu'aux États-Unis, depuis les années 50, ils ont leur méthode de faire les sucreries et les bonbons. 30% du sucre, d'ailleurs, même en France, quand tu achètes des nectars de jus de fruits, ils mettent du jus de raisin dedans. Pourquoi ils mettent? Pas parce qu'on sent le goût. Le goût, il est fade. Il est neutre, le goût, pour le sucre qu'il y a là-dedans. D'après la halakha, tous ces nectars, tu as le droit de les boire. Pourquoi? Parce que Shulchan Aruch dit, le issour du vin de Goy, c'est Benoten Tam, c'est pas un 60e. Si tu ne sens pas le goût du vin, tu ne vois pas les traces du vin, tu as le droit de boire. Shulchan Aruch Mefurash. Un jour, j'étais avec le Rav Amar, et il y a quelqu'un qui lui a posé une question, il a dit, alors il lui a dit, il y a un 60e, j'ai appelé le Rav de côté, je lui ai dit, Rav, Shulchan Aruch, il ne savait pas. Il m'a dit, waouh. Et quand il a vu, les gens, ils passent à côté. Shulchan Aruch, il dit, Mefurash, que dans le vin, alors Rav Feinstein, aux États-Unis, il y avait 2 méthodes à faire du jus de raisin à l'époque. Tu prenais le raisin, tu faisais bouillir le raisin, et il y avait un jus qui sortait. Donc le Rav Feinstein, il a dit quand le raisin il a bouilli déjà, donc le vin il est devenu me boucher avant qu'il a été créé. Il a été cuit. Alors il dit maintenant laisse le goy travailler, faire ce qu'il veut avec. Et il y a l'autre moyen de faire, c'est de presser le raisin et de faire après de le pasteuriser. Celui-là, il y a un problème. En Espagne, des années, il faisait la première méthode que j'ai mentionnée. Donc, il n'y avait même pas de problème. Tu pouvais acheter en théorie, tu pouvais l'acheter des goïms.
le jus de raisin. Parce qu'il est mébouchal à la base. Aujourd'hui, apparemment, ils sont repassés à la deuxième parce qu'ils disent que quand on fait bouillir le raisin, ça perd le goût. Il y a le sucre, oui, mais ça perd la saveur. Moi, je préfère quand il est bouilli parce que je pense que la peau, elle donne beaucoup plus de saveur. Elle donne l'acidité dans le jus de raisin, autrement il est fade. Mais apparemment, c'est des goûts. Si vous vous souvenez, le jus de raisin qu'ils vendaient en France il y a 20 ans, dès que tu buvais, il t'attrapait la bouche, il était acide. Ah ouais. Pourquoi? Et il était très rouge, comme du sang. Pourquoi? Parce que quand il le cuisait avec la peau. Donc dans ça, il n'y a pas de problème de bichou et goût. Suite au psaque du Rav Feinstein, le OU, il utilise du vin de goïm, le jus de raisin oui. Le OU, il faut savoir que tout ce qui est provenant jus de raisin, ça vient des goïm, il n'y a pas de surveillance. Parce qu'ils font ça en Californie, c'est un pays où il y a beaucoup de raisins. Ils font ça, mais il faut savoir d'où ça vient, encore une fois. Il faut toujours savoir, le plus important, c'est de savoir d'où ça vient. Rabbi Shalom Messas, par exemple, Ronan Libracha, il a écrit que quand tu vas en Europe, tu vois par exemple, tu achètes des cornichons et c'est écrit dans les ingrédients vinaigre. Ah ouais, lui, il dit, c'est moutard. Pourquoi? Il te dit stafek et il te dit la majorité du vinaigre, c'est du vinaigre d'alcool, donc c'est moutard. Il faut savoir que ce psaque, il n'est pas tout à fait juste. Rabbi Shalom, il connaissait. Peut-être dans son époque, c'était autrement. Aujourd'hui, d'après la loi, la loi en France, elle impose, la loi en France et en Italie, si tu écris vinaigre en français, ça veut dire vin aigre. Ouais. Ça veut dire qu'il doit être à base de vin. Et tous les Arabes qu'il y a, ils ont sauf, c'est pour ça que quand le vinaigre, il n'est pas de vin, tu es obligé d'écrire en parenthèse d'alcool. Mais sinon, si c'est pas comme ça, vinaigre simple en France et en Italie, c'est du vin, toujours. Toujours. Le mot vinaigre, c'est vin aigre. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas, aux États-Unis, en Israël, vinaigre, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, faut prier qu'il soit du vin. Mais en France, qui a une saveur, et en Italie, qui sont des pays avec la saveur, la culture, etc., tu n'as pas le droit de changer. Quand tu écris vinaigre, ça veut dire vin aigre. Sauf si c'est écrit à base d'alcool. C'est-à-dire que tu diminues, c'est un diminutif. Mais tu ne crois pas qu'ils sont obligés de mettre de vin ou d'alcool maintenant? Même en France? Obligé d'écrire. Non, tu n'es pas obligé d'écrire vin. Vinaigre, par définition, c'est vin. Ah ouais. Maintenant, quand tu changes, tu es obligé d'écrire pomme ou n'importe. Alcool. Mais si tu ne vois pas, donc en France aujourd'hui, en Italie, tu vas acheter des cornichons et c'est écrit vinaigre, c'est assourd de prendre. Pourquoi? Parce que le goût du cornichon, il est acide par le vinaigre et ça donne du goût. Mais toutes les autres choses, tu prends un nectar que tu achètes dans les grandes surfaces, un nectar de fruits, il y a de la papaya, il y a de la passiflora, il y a plein de la passion, et c'est écrit 3% jus de raisin, tu peux le boire sans aucun problème. C'est bon, ça. Quel est le lien du bichou sur le vin? C'est vraiment la température. La température, parce que les goïms, à l'époque, quand ils versaient pour la Vodazara, ils ne versaient pas du vin qui est de mauvaise qualité. Tu l'as arrêté, en fait, un grand cru. Jamais tu peux le pasteuriser. Un grand cru il ne peut pas être mevouchal. Impossible. Oui, Impossible. Par exemple, aujourd'hui, ils pasteurisent maintenant à haute pression. Mais même, ils ne touchent pas les vrais bons vins. Le Oyu, il y a une chose que je peux vous dire. Dans les vins simples, jusqu'à 30 €, quand tu vois Oyu, tu n'as même pas besoin de te poser la question, il est mevouchal. La condition du Oyu, c'est que le vin soit mevouchal. Il ne rentre pas là-dedans. Sauf dans les grands crus maintenant, comme ils ont de la réclamation, et on ne peut pas faire mevouchal, ils ne permettent pas. Jamais un château Lafite, même si tu lui payes $1 million, il ne va pas casser sa réputation, il ne va jamais te toucher. Et il faut savoir que même à propos du vin mevouchal, c'est le Rav Yosef qui est Mekel. Il faut savoir que les rabbanim, les autres postim ashkénazes d'aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec le Rav Yosef là-dessus, parce qu'ils disent que même quand tu pasteurises le vin et tu mets une pression à ce que tu as dit, qui c'est qui a dit la pression?
Et ils disent, le goût aujourd'hui ne change pas. J'ai parlé avec Laurent Amsalem, il m'a dit le gars qui, comment s'appelle l'œnologue. L'œnologue qui est venu de France, il a amené un grand spécialiste. Il lui a fait goûter du vin mévouchal et du vin non mévouchal. Il n'arrivait pas à trouver là-dedans la différence. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est à Bordeaux tout le temps. Ça veut dire qu'ils font d'une très. Alors, les poskim, ils disent, justement, ils disent comment tu peux dire que c'est du mévouchal si on ne le sent pas, le bichou. Le mévouchal, on le sent quand il est plus épais, il est plus acide. Il a un goy, si je lui donne, il n'arrive pas à sentir. Avec quoi tu autorises que tu as monté la température? Et c'est vrai, c'est logique. C'est logique ce qu'ils disent. C'est très logique. Donc, bon, en réalité, il faut faire toujours attention. Ne pas laisser une bouteille de vin ouverte avec un goy. Moi, quand il y a des travailleurs à la maison, je ne sais pas qui touche. Je prends le vin, je le verse. Même qu'il est méfouchal, pas envie d'avoir des. Parce que, je ne sais pas. Bon, mais en tous les cas, le vin, sachez-le que le vin, vous pouvez acheter toutes les cacherouillottes du monde. Toutes les cacherouillottes, elles sont bonnes. Il n'y a rien à faire. Les tonneaux de vin, c'est à froid. Donc, normalement, ils font leur travail. Il n'y a pas un ignan. Quand il y a des problèmes, tu peux dire le rabbin, il a choisi un chemin facile. Et moi, ça ne me convient pas. Mais là, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à laver le tonneau avec de l'eau froide. Il a à fermer un cadenas et à revenir ouvrir dans les étapes différentes et c'est tout. Et après, la mise en bouteille, basta, enigma. Tandis que les autres choses sont 1000 fois plus compliquées. C'est une cache-route. Et le problème du tonneau, que des fois, il n'y a pas. Encore une fois, le bois du tonneau. C'est l'homme échané. Comme je vous ai dit, j'ai précisé que le vin, c'est Benoten Taram. Du moment où tu ne sens pas. C'est pour ça que tous les whiskies sont autorisés. Parce que même s'ils ont vieilli dans un tonneau de vin, est-ce que tu sens le vin dans le whisky? Non. Il donne quelque chose, une saveur particulière que 1 sur 10 000 personnes peut-être peut sentir. Ça ne s'appelle pas sentir le goût du vin. Vieilli en tonneau de vin, donc pour le rhum par exemple, des choses comme ça. Même le Rav Weiss, qui était super marmier, qui était le Rav de la Haïda Haradit, il a écrit lui dans son livre. Il a écrit dans son livre Minchat Yitzhak sur le whisky. Il était rabbin à Manchester avant d'être à Jérusalem. Il a autorisé tous les whiskies irlandais, même ceux qui ont vieilli dans des tonneaux de Porto et de Sherry. Il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que aussi tous les vins, tous les whiskies japonais, il n'y a pas de problème. Ils ne mettent pas d'ingrédients dedans, sauf des whiskies particuliers qu'on peut trouver au Thaïlande, etc., avec des rats, des serpents, ouais, comme la tequila au Mexique. Ils mettent un scorpion. Ils mettent dedans. Donc ça, c'est autre chose. Mais tous les whiskies du monde, normalement, tous les whiskies, c'est comme les bières. Toutes les bières du monde et tous les whiskies sont cachés. De manière générale. Certains rhums sont interdits. Les rhums, encore une fois, pour moi, le rhum, si tu ne sens pas le vin dedans, il n'y a aucun problème. S'il ne vient pas à base de vin, tous les alcools, même des mélanges d'alcool qui disent qu'ils mettent un peu de vin dedans, du moment où tu ne sens pas, tu prends un onologue ou tu prends un spécialiste, tu dis, tu sens le goût du vin? Un Bacardi, tu peux sentir un peu. Dans un Bacardi, tu sens dès que tu sens, tu ouvres, tu sens le vin. Un cognac, il est fait à 100% à base de vin, c'est autre chose. Le Issour, il était là. C'est une intégralité. Mais du moment où c'est des mélanges, où on te fait des mélanges, et il n'y a pas le goût du vin, il n'y a aucun goût de vin, il n'y a aucun problème. C'est évident. C'est le Benotenta. Bon. Alors maintenant, on continue. La Gemara, elle continue. Ve'atanya, deuxième ligne des lignes larges. Sadecha lotizra. Vecharmecha lotizmor. Enli ela zirua. Vezimor. Minayin le'idur ve'kishkush ve'kisurach. On veut savoir est-ce que c'est des Horaïta déjà. Ce qui est très important pour nous de savoir le Melachot des Horaïta. Parce que dans un Derabanan, je peux être Mekel dans certaines circonstances. Dans un Deoraita, c'est un mur, je ne peux pas l'enlever. Alors je veux savoir,
et Idour, Kishkouch, Kissouar, quelqu'un il a de l'herbe, il veut tondre son gazon, il veut arranger ses arbres, les casser. Oui. Alors, je peux ou je ne peux pas? Talmud Lomar. Sadecha lo, karmecha lo. Ça veut dire il enlève le mot tismor. Il dit c'est écrit Sadecha lo. Tu ne touches pas tout ce qui arrange le champ. Kol melacha. Sadecha lo. Lo kol melacha shebe sadecha. Velo kol melacha shebe karmecha. Pas tout qui est interdit. Uminayin she'en mekarsemin. D'où je sais she'en mekarsemin. Ve'en mezardin. Ve'en mefasgin ba'ilan. Ça, c'est des autres travaux qu'on fait à propos de l'arbre. Mekarsemin, c'est gratter l'arbre. Mefasgin, c'est attacher des. Qu'est-ce qu'il dit sur Mefasgin? Rabbi Yaakov, comment il taille les branches mortes. Mefasgin. Et ni tailler les excès de branches, ni le soutenir. D'accord. Ah, Mefasgin, c'est mettre un petit tmicha, apparemment. Tmicha. L'attacher, oui. Ve'en mefasgin ba'ilan. Talmud lomar sadecha lo. Karmecha lo. Kol melacha shebesadecha lo. Kol malecha shebekarmecha lo. Minayin she'en mezablin. Ve'en mefarkin. Ve'en me'ashnin ba'ilan. D'où je sais que je ne mets pas. Je n'ai pas le droit de mettre des engrais et. Ve'en mefarkin. Qu'est-ce qu'il dit mefarkin? Qu'est-ce qu'il a traduit sur mefarkin? Mefarkin. Qu'est-ce qu'il dit? On peut pas mettre un peu d'engrais, ça c'est mes abris. C'est dépierré. Comment? Enlever les pierres. Enlever les pierres. Mais c'est mesaklin, c'est pas mefarkin. Bon. Non, enfumé. Non, enfumé c'est machine. Enfumé c'est la fin. Dépierré. Bon. Ah. Les fareks. Oui, je comprends, mais avant il a dit mesaklim. Parce que c'est pareil, les sakels, c'est enlever les pierres aussi. Ça vient du mot skila. Skila, tu jettes les pierres. Les sakels, c'est enlever les pierres. Donc c'est pareil. Peut-être c'est des types d'arbres. Là, c'est pas tout enlevé, c'est juste enlever une partie. Peut-être des petits cailloux, voilà. Des trucs comme ça. Bon. Talmud lomar sadecha lo, karmecha lo, kol melacha shebesadecha lo, vekol melacha shebekarmecha lo. Yachol lo yikashkesh tachat ha'ezatim. Alors quoi? Maintenant, tu me dis, mes oliviers, je dois les laisser comme ça. Velo ya'ador tachat ha'kfanim. Velo yimale nekaim maim, je ne pourrais pas remplir de l'eau pour arroser mes arbres. Velo ya'aseh ogiot ha'kfanim. Talmud lomar sadecha lo tizra. Zriya bichlal hayta. Velama yatsa? להקיש אליה, לומר, מה זריעה מיוחדת? עבודה שבשדה ושבכרם, אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם, מדי רבנן וקרא אסמכתא בעלמא. C'est-à-dire que la Gemara en conséquence, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, tu as rien que les 4 melachot, minatora, tout le reste, c'est midi rabanan. Donc, quand c'est midi rabanan, dans tout cas de perte, c'est moutar. C'est tout, c'est la règle simple. Voilà. Tous les cas de perte. Alors, on a Sadecha lo tizra, de semer. Tu vas me dire, je perds $1 million si je vends pas, si je travaille pas la shmita. Ok, ça c'est la Torah, elle a dit question. Karmecha lo tizmor. Tu sais, si je fais pas maintenant les vignes, ils vont pas pousser. La shmita, tu n'as pas. On s'en fiche, ça pousse ou ça pousse pas. Après la shmita, tu feras pour l'année d'après. Lo tizmor. Et une vez de dire lo tivtzor, ne ramasse pas non plus. Mais tout le reste, l'entretien des fruits. On a Zria, Betira, on a Zria, Zmira, c'est pareil, Betira et Zmira, Zria, Betira, Ktira. C'est que ces 4 Minatora. Et la Torah, hein, elle a écrit exprès ces 4 pour les interdire. Tous les autres, c'est selon ton besoin. C'est de l'entretien, tous les autres. Ceux-là sont des choses indispensables que tu fais. Ceux-là sont des choses. Et donc, ces quatre sont l'interdiction est là toujours. Tous les autres, selon le besoin. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si on avait les mlachot asurot, les toladot asurot midéoraït, on n'avait rien à faire. On aurait été bloqué. La preuve, c'est qu'on te dit, tout ce qui est pour entretenir l'arbre, tu as le droit. Tout ce qui est pour rajouter, non. Mais l'entretien, tous les entretiens sont moutards. Tout entretien du jardin, c'est la règle simple. Tout ce qui est les kiyume, moutard. Rajouter, non. Donc, c'est-à-dire que les pots, on peut se réa dans un pot. Ce n'est pas un sadé.
La question, c'est si l'être humain, si les humains, ils ont maintenant l'habitude de faire dans des pots, ça devient sadé. Si on a, c'est vrai, un petit pot d'organo, de basilic, il n'y a pas de problème. Dans la maison, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un il fait des serres et ils mettent des... Ça, c'est un sadé, oui. Mais... Aujourd'hui, il n'y a pas une machetela, comment on dit une machetela, une pépinerie, une pépinière qui plante des arbres dans la terre. C'est tous dans des sacs et tu achètes. Ils mettent les gouttières comme ça. Donc, c'est devenu la chita. Alors maintenant, tu vas me dire, alors, tous ceux-là, ils ont le droit de travailler la shmita comme moi. Ah, il n'y a plus de shmita. Est-ce qu'on fait maintenant des fruits qui tombent après la shmita? Oui, qui tombent. Tu as le droit de manger toujours les fruits. Non, mais par exemple, ces olives qui tombent. Ou mais tu jettes à la poubelle. Un arbre qui est... Ce que tu as l'habitude de jeter à la poubelle, tu jettes à la poubelle normalement. Pas besoin de prendre dans un sac. Ceux que je n'ai pas l'habitude de jeter. Ils sont tombés par terre déjà, ils sont devenus maous. Ceux qui sont sur l'arbre, qui sont... Tu tapes dessus, tu le mets dans un sac, tu fermes le sac, tu le poses. Non, mais les autres fruits. Oui. Les autres fruits, ils sont... Tu peux manger, tu les manges. Ils sont shmita. Tu les prends, tu distribues à tes copains, tu manges. C'est le but de la shmita. Il a poussé pendant la shmita et qu'on va récupérer dans 3 semaines à mois. On peut les manger. Bien sûr, il faut les manger, c'est beau. C'est une mitzvah de manger, c'est un fruit qui a passé la shmita. On a accompli une mitzvah dedans. C'est une grande sgoula de manger. Mon père toujours il nous disait acheter des fruits de la shmita, des fruits qu'on a fait une mitzvah. C'est comme si tu mettais des tefilines. Tu manges begdoucha. Tu manges un fruit begdoucha, tu t'imagines? Tu manges et tu fais une mitzvah. C'est comme de la matzah. Par contre, il faut pas jeter les... Non, tu jettes. Tout ce que tu as l'habitude de jeter, tu jettes. Quand ta femme fait une salade, il reste des petits morceaux, tu ranges au frigidaire, non, tu veux passer dans le petit assiette, non. S'il y a très peu, tu jettes à la poubelle, tout ce que tu as. Tu prends un verre de vin, est-ce que ta femme elle récupère quand elle débarrasse la table ce qui reste? Non. Donc, c'est pas la peine de laisser dans un sachet pourrir, machin. Elle n'a pas eu tout ça. Ah, mais t'as enlevé ça avec ça. Le Chazonish, il a imposé ça. Voilà. À Jérusalem, personne qui faisait ça. Même les plus grands. Même les plus grands des rabbins, ils ne faisaient pas. À Jérusalem, les Sfarades, jamais ils ont fait ça. Jamais, jamais. Même ceux qui étaient. Même les Ashkénazes à Jérusalem, ils ne font pas ça. C'est Bnei Brak. Le Chazonish, il voulait développer l'idée de la Shemitah. Tu comprends? C'était la politique de la Shemitah. D'accord? C'est son droit. Il a voulu, tu vois, introduire la Shemitah de cette manière. Pour marquer les gens. Pour marquer les gens. Nous, moi, jamais j'ai laissé ma femme faire une poubelle comme ça pue. C'est quoi? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Non, c'est pas ça. Si c'est une mitzvah, même si ça pourrit. Mais la mitzvah de la Shemitah, c'est de ne pas consommer, ne pas garder. La Torah te dit ne garde pas. Elle a dit, alors maintenant, est-ce que c'est valable à manger? Est-ce que je donnerais ça à un homme pour manger? Même pas un clochard, je lui donnerais une chose pareille. Je donnerai le reste de mon verre? Jamais. Tout ce que tu as l'habitude. Si par exemple, je ne sais pas moi, tu as fait une casserole d'un plat et les enfants ils n'ont pas aimé. Là, il te reste, ça tu mets dans un sac. Il y a une gloucha chviite quand même. Tu fermes et tu poses dans la poubelle pour ne pas le jeter, le dégrader comme ça. Mais un plat normal, tu as cuit avec de la viande, avec du poulet, des pommes de terre, etc. Rien. Tout ce que tu as l'habitude de jeter, tu jettes. Même le vin. Même le verre de vin, tu crois que quoi? On va commencer à... Tout ce qui reste et que tu as l'habitude de jeter, tu jettes normalement. Le vin de juillet, il a poussé comment? Il a poussé dans des... Le raisin a poussé sans... Ils n'ont pas fait des melachotes interdites. Ouais. Ils n'ont pas fait les melachotes interdites. Ça a été au Tsar Bedin et ils le vendent au prix de revient. Et le raisin, il a poussé comme ça, sans traitement. Non, il a poussé. Ils ont fait tout ce qui est là pour garder, pour ne pas abîmer. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas. Donc il sera certainement moins bon aussi, peut-être. Non, pas du tout. S'ils n'ont pas fait plein de choses. Il y a moins de pesticides. Crois-moi qu'il est toujours en Israël. Les meilleurs des vins, c'est les vins de l'année Shemitah. 2015, excellent. 2022, il sera excellent. 2008, excellent. Regarde, tapez sur Internet, regardez les grands vins qu'il y a en Israël. Les meilleurs, c'est de l'année Shemitah. Sauf qu'il faut faire très attention. Oui, il y a une chose à faire attention. Il faut le boire. Non, vous n'avez pas le droit de prendre le vin de la Shemitah et de le ramener avec vous à Paris. Assourd de faire sortir d'Israël. Ah bon? Oui. Assourd de faire sortir d'Eretz Israël. Même les fruits alors. Assourd de faire sortir des fruits de Shemitah en Chutz Laaretz, ni des étrogues,
au Tsar Bedin, tu n'as pas le droit de le faire sortir des Eretz Israël. Donc, faites attention de ne pas prendre avec vous des bouteilles. Même à l'aéroport, quand vous achetez des vins, ça serait à source. Si ça, au Tsar Bedin, à l'aéroport, ils vendent à des prix. Le Tsar Bedin, par exemple, il va vous vendre des bouteilles de Har Bracha, voilà, qu'on veut commander. C'est des bouteilles qui valent 150 normalement, toutes les années. Là, c'est 20 shekels. 20. Tu peux acheter 100 bouteilles. C'est ce que moi j'avais fait la Shemitah dernière. J'ai acheté 100 bouteilles pour les kiddush de Shabbat. J'ai payé 2000 shekels, mais pendant 7 ans, il me reste encore 3 bouteilles. Eux, ils font, par exemple, ils laissent ça dans leur propriété, donc ils te font même le bio. Tu n'as même pas à te prendre la tête pour faire le bio du Bedin. Il est excellent. Il ne faut pas prendre du Merlot, il faut prendre du Cabernet. Parce que le Merlot, il ne se garde pas beaucoup d'années. Le Merlot, il se garde maximum 4 ans. Après, oui. Ouais, mais le Cabernet Sauvignon, par exemple, et le Shiraz, c'est des vins qui peuvent vieillir. Tu peux prendre du Merlot, tu bois d'abord le Merlot. Har Bracha. Leur vin, donc, il fait 150 shekels. Quand vous allez au duty free, vous le trouvez. Maintenant, eux, ils vous vendent au Tsar Bedin leur peut-être. Alors, on peut commander. Lionel, c'est quand la commande? Là, janvier-février, il est sort. Janvier-février. Ouais. Et le vin est bon? Très, très bon. Du vin de Har Bracha. C'est 30 maintenant? Il en fait monter à 30? Oui, il vient de Schwitt. Il faut le garder, mais du Schwitt. Ça veut dire, ce vin, par exemple, Et dis-moi, où est-ce qu'on peut le goûter? Il y a moyen de le goûter là? Non, mais À ce prix, tu ne goûtes pas. Bah, attends, j'ai pas. Le moins cher que tu achètes. Parce qu'au restaurant, tu prends l'argent sur le service. Oui, mais le client, il finit pas toujours. Tout ce que vous avez l'habitude de jeter normalement, vous jetez. Vous ne savez pas à d'autres personnes pour des raisons d'hygiène. Tu ne peux pas savoir s'il n'a pas mis du poison. Tu ne peux pas savoir. La seule chose, c'est que si on ouvre la bouteille, il faut la tenir. Non, tu peux la garder au frigo. Ok, mais si elle, on ne la voit pas. Si à la fin tu ne bois pas, tu verses. Comme un verre de. Tu fais un bourguignon, tu mets dans la bouche. Le vin. Voilà, il ne faut pas faire du commerce avec. Tu ne peux pas prendre par exemple du vin, faire bouillir le vin pour te faire pour masser avec du vin. Ah bon? Ça, tu n'as pas le droit. Les ochla, vélo, les mâchoires. Tu veux mettre dans du gâteau, tu peux mettre. Mais le gâteau, il sera que douche vite aussi. Dans un bourguignon, ouais. Oui, bien sûr. C'est bichou. De la même manière que tu cuis une pomme de terre, tu peux cuire du vin. Il n'y a pas de problème. Les gens, il ne faut pas avoir peur de la Shemitah. La Shemitah, c'est un cadeau d'Hachem pour la population. Pour les gens, par exemple, des familles nécessiteuses, voilà, pour eux, ça sera l'occasion de kiffer. C'est ça. Ça réalise la volonté d'Hachem. Vous savez, où les pauvres de ton peuple. C'est une mesure très sociale, en fait. Les gens, ils ont eu peur de la Shemitah. Les gens, ils ont peur de la Shemitah. Ah, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Il a raison, c'est comme D'accord. on est tout à zéro. Karl Marx, d'où il a pris? De la Torah, c'est un juif, Karl Marx. Sauf qu'il y a des gens qui ont profité du système pour dominer les autres. Mais voilà que quand Mashiach arrivera, on sera tous ce sera une grande Shemitah, tout sera accessible à tout le monde. Pas cadeau, mais avec un petit effort, pas un grand effort. C'est un cabernet ou un Merlot? De moins en moins. 2028, il a dit le Raoul Cherki. Pourquoi il donne des dates pour il est caché? C'est pas son jour. Bon, en tous les cas. Quelle date? Raoul Cherki, il a dit 2028. C'est bizarre, c'est pas son style de dire ça. Je ne crois pas qu'il a pu dire une chose pareille. C'est pas 2028, c'est quoi 2028? Le Betamikdash, il sera là. Ah. Et c'est la première fois, moi je le connais depuis 30 ans, c'est la première fois que. Il a de l'argent, là. Il a du Non, mais bois. sérieusement, je sais pas. Janvier-février. Demain, 2028. On ne croit pas à tout ça. C'est quelqu'un qui donne une date, il faut lui donner une claque. Faut pas qu'il se trompe. La Gemara, elle a dit Tipar Rohan, Je vais le recevoir aujourd'hui. Il aura. Le chiot. Ouais, tant que tu l'as pas vu, laisse tomber. Ouais, je ne crois pas qu'il a pu C'est dire un une mec chose. très sérieux. Il a peut-être dit Ah, c'est mais comme toi, il a peut-être dit c'est une date limite. Il n'a pas dû dire. Ah, directement, mais quand tu dis qu'il est là. Bon, on continue. Tous ces fruits et légumes qui sont partis, là, qui partent au Slaret. Hein? Tous ces fruits et légumes, parce que finalement.
Ben justement, il y avait un des grands débats, le Heter Mechira. C'est pour ça qu'ils ont. C'est pour ça, le Heter Mechira, ils ont fait pour pouvoir vendre, pour pouvoir exporter. Parce que le Heter Mechira, quand tu fais, en fait, tu vends la terre, elle n'appartient pas à un juif. Donc, tu peux produire les fruits de la Shemitah. Alors, mais tout ce qui est Shemitah n'a pas le droit. Tout ce qui est Shemitah n'a pas le droit de sortir d'Israël. C'est pas le cas. Sauf si c'est Heter Mechira. Il n'y aura pas de vin 2022 caché en France. Hein? Il n'y aura pas de vin israélien caché en France. Il y aura Heter Mechira. Heter Mechira. Mais pas Otsar Bedin, impossible. Ça veut dire, par définition, si tu vois ça en France, tu n'as pas le droit de le voir. Il y a des gens, par erreur, ils achètent au duty free, ils vendent. Moi, j'ai vu au duty free des vins Golan. Ikve Golan, ils ont une bonne réputation. Donc, quand tu vas dans les frigos, dans les caves, à James Richardson, à l'aéroport, tu peux voir, quand vous allez dans les caves des grands vins, oui, ils vendent des belles bouteilles. Tu as là-bas des bouteilles de 2015, tu prends la bouteille, tu tombes. C'est pas écrit Heter Mechira, c'est écrit Otsar Bedin. Et celui qui prend cette bouteille, il a fait passer en route, l'arrête, il a fait une avera. Oui, parce que pour eux, tu achètes la bouteille, tu la laisses ici. Et tu la prends en retour. C'est là qu'ils réfléchissent. Non, ils ne réfléchissent pas comme ça. On ne se balade pas avec du vin. Ils vendent à Pessar du whisky. Hein. Ils vendent à Pessar du whisky. On n'emmène pas du vin en France. On emmène du vin. Bien sûr qu'on emmène du vin. Moi, quand je vais des fois en France, les gens ils veulent goûter un vin israélien. J'emmène un bon vin israélien, ils sont comme des fous. Il y en a plein en France du bon vin, non? Tout le monde s'est mis à En France, il n'y a pas. Qui c'est qui peut exporter en France? Non. Ils ont fait Otsar Bedin pour vendre ici. Ici. En France, tu n'as pas le droit de faire sortir des fruits de Shemitah. Hein? En France, de Heter Mechira. Pas de Otsar Bedin. Tu as droit Heter Mechira, pas Otsar Bedin. Heter Mechira, ça a poussé dans un champ d'un goy. Même que moi, je n'y crois pas au Heter Mechira, mais je te dis comment ça doit fonctionner. Est-ce que vraiment ils sont Otsar ouais, il y a plein de gens qui n'ont pas fait Heter Mechira. Donc après, on se retrouve avec des. Non, il y a des problèmes. C'est un problème d'acheter. Quand j'étais en France, j'allais à Belleville pour faire les courses. Alors, c'était une année de Shemitah. J'allais et je regarde. Alors, achetez, encouragez vos frères, vos compatriotes. Ouais. J'ai dit non, c'est israélien. Elle m'a dit oui. J'ai dit non, je ne prends pas. Elle dit quoi? Un juif qui ne soutient pas Israël? Va lui expliquer maintenant Shemitah, pas Shemitah. On se retrouve dans des situations incroyables. Ouais. Les juifs, ils n'ont pas acheté une production. C'est un peuple de. Au moins que ce soit Heter Mechira. Si c'est Heter Mechira, je pense qu'en Chutz Laaretz, ils peuvent compter ne pas décourager parce que les marchés-ci vont savoir, les goïms, que les juifs, ça peut faire des. Bon, aujourd'hui, l'export israélien en Chutz Laaretz, c'est rien. C'est nul. Les graines qu'ils exportent. Les graines, exactement. Bon. Il n'y a plus aujourd'hui, quoi. Tu crois qu'ils vont vendre des clémentines de 3 shekels pour. Ils font le high-tech aujourd'hui. À l'époque, c'est pour ça aussi une des raisons que le Heter Mechira, il avait du poids, ça aidait les agriculteurs. Jusqu'aux années 90, 50% de l'export israélien, c'était les fruits de Jaffa. Aujourd'hui, tu as vu les fruits de Jaffa? Il n'y a plus les. Il n'y a plus. Ils vendent qu'au Japon, dans des pays où ils sont prêts de payer 20 shekels le kilo. Ils ne vendent pas des. Aujourd'hui, le Maroc, il a massacré la truc israélienne. Ils ont acheté l'avocat d'Israël. Ils le font au Maroc mieux qu'en Israël aujourd'hui. L'avocat, les clémentines, les oranges, les mandarines, les pamplemousses. Bon. Alors, en tous les cas, voilà, on a fini. Kra asmarta be'alma. Bon. On va voir, après la Yachol Ilka la Tosefet. C'est la Tosefet de Rosh Hashanah. Nous, on sait qu'il y a une Tosefet Shemitah. On va parler de ça, de la mitzvah. Il faut savoir que tous les Shabbats qui sont donnés dans la Torah, rien que c'est une petite règle, Laurent, une petite introduction. Tous les endroits dans la Torah où est mentionné le mot ou Shabbat ou Shabbaton, il faut lui rajouter un peu au début, un peu à la fin, comme Shabbat. Tu rajoutes quelques minutes pour la Dakatero, tu n'allumes pas à la seconde où Shabbat rentre. Et depuis avant la Shkia, 20 minutes avant, 10 minutes, une mitzvah de Tosefet. Kippour, il est écrit le mot Shabbaton. Tu ne commences pas Kippour à la sortie des étoiles.
un peu avant. Après, pareil, on ne peut pas sortir Shabbat à la minute près. 10 minutes plus tard. Et bien, même dans Shemitah, on a une Tosefet Shemitah depuis 30 jours avant Elul, on n'a plus le droit déjà de planter. Le tout à 45, ça dépend. Il raconte, on verra ça. Et même pareil, alors il y a cette mitzvah de Tosefet. La Gemara va parler. Est-ce que sur cette Tosefet, est-ce qu'elle est Minatora déjà ou elle n'est pas Minatora? Et on verra tout ça la semaine prochaine. Kaddish, non? Rabbi Ben Kasher אומר הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות. שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.